Ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient peut définir non seulement les prochains jours, mais peut-être aussi les prochaines semaines pour toute la région. Parce que le cessez-le-feu avec l'Iran tient toujours, oui, mais il reste sur une corde raide. Et le point le plus délicat ne se trouve pas seulement à Téhéran, ni même au Liban. Le point le plus délicat aujourd'hui passe par un nom que beaucoup de gens entendent peut-être tous les jours, mais n'en mesurent pas toujours l'importance. Le détroit d'Ormuz. Salutations, je suis Arié et allons directement à cette mise à jour de la situation qui se déroule ici en Israël, dans la région, concernant tout ce qui a trait à la guerre dans laquelle nous sommes plongés entre les États-Unis et Israël contre l'Iran et ses relais. À cette heure-ci, la chose la plus importante à comprendre est que les discussions entre les États-Unis et l'Iran ne se sont pas terminées par un accord, elles se sont terminées par une pause tendue avec des accords. Des accusations croisées et avec le sentiment que personne n'a vraiment quitté la table satisfait. Les négociations à Islamabad ont été les premières discussions directes de haut niveau entre Washington et Téhéran depuis plus d'une décennie. Et elles ont duré de longues heures, avec des moments de tension, des changements de ton et un climat de méfiance absolue entre les parties. À la fin, le vice-président des États-Unis, Benz, a déclaré clairement qu'il n'y avait pas eu d'accord, et que la délégation américaine retournait immédiatement aux États-Unis sans rien conclure. Et voici la clé qu'il ne faut pas perdre de vue. Le cessez-le-feu annoncé cette semaine n'a jamais été une vraie paix. Ce n'a jamais été l'objectif final de la guerre. C'était plutôt une pause opérationnelle de 2 semaines pour essayer d'organiser une négociation plus large. Et cette négociation reposait sur 2 piliers fondamentaux. Premièrement, que va-t-il advenir du programme nucléaire iranien ? Deuxièmement, qui contrôle réellement la navigation dans le détroit d'Ormuz, qui est actuellement l'un des points les plus sensibles de la planète ? Tout ce qui concerne le pétrole qui fait fonctionner des pays entiers. Eh bien, il n'y a pas que le pétrole, une grande quantité de gaz y transite également. Les États-Unis sont arrivés à Islamabad avec des exigences très strictes et claires. Selon Reuters et les médias israéliens, Washington a demandé que l'Iran cesse complètement l'enrichissement, qu'il démantèle des installations clés, qu'il transfère son uranium hautement enrichi et qu'il cesse également de financer le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. Et en plus de cela, ils ont exigé une réouverture totale du détroit d'Ormuz. Du côté iranien, la position était exactement opposée sur plusieurs points. Téhéran a demandé le contrôle du détroit, des réparations de guerre, la libération des avoirs gelés et un cessez-le-feu régional, beaucoup plus large, incluant le front libanais, où en ce moment même Israël mène une dure bataille, une guerre difficile contre le Hezbollah. C'est là que s'est produit le choc principal. Pour le dire simplement, l'Iran n'a pas accepté de s'asseoir à la table des négociations pour en sortir sans capacité nucléaire et sans influence régionale. Et les États-Unis n'ont pas voulu signer une pause qui laisserait à l'Iran les 2 choses intactes. C'est la raison pour laquelle le dialogue n'a pas explosé de façon spectaculaire, mais n'a pas non plus produit de résultats concrets. Tout est resté dans une sorte de limbe. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de paix solide, mais il n'y a pas non plus de rupture totale qui nous conduirait automatiquement à une reprise de la guerre dans toute son intensité. Maintenant, l'autre grand sujet, et peut-être le plus dangereux à court terme, c'est évidemment Ormuz. Parce qu'ici, nous ne parlons pas d'un symbole, mais d'une artère énergétique mondiale. Par ce détroit, il passe près de 20% de l'approvisionnement énergétique mondial. Mais pour certains pays, comme le Japon par exemple, plus de 70% du pétrole qu'ils utilisent dans leur pays y transite. Et c'est pourquoi chaque déclaration concernant le détroit d'Ormuz fait bouger les marchés, génère de la nervosité et modifie les calculs militaires. Aujourd'hui, la journée a été complètement bouleversée par les déclarations de Trump. Il a annoncé que la marine des États-Unis allait commencer le processus de blocus du détroit, qu'elle chercherait à intercepter les navires ayant payé des péages à l'Iran et qu'elle commencerait également à détruire les mines placées dans la zone. Je veux vous citer textuellement le communiqué du président Trump sur son réseau social, car il en vaut vraiment la peine. Faites très attention. J'ouvre les guillemets. Alors, voilà. La réunion s'est bien passée, la majorité des points ont été approuvés, mais le seul point qui comptait vraiment, le nucléaire, ne l'a pas été. Avec cela, effet immédiat, la marine des États-Unis, la meilleure du monde, commencera à bloquer tous les navires,
sans exception qui tenteront d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. À un moment donné, nous arriverons à une situation où tout le monde pourra entrer, tout le monde pourra sortir. Mais l'Iran n'a pas permis que cela se produise simplement en disant « il pourrait y avoir une mine quelque part là-bas ». Une mine que personne ne connaît. excepto ellos. Ce qui se passe, c'est du chantage mondial, et les dirigeants des pays, en particulier ceux des États-Unis d'Amérique, ne se laisseront jamais faire. J'ai également donné l'ordre à notre marine de rechercher et d'intercepter tout navire en eau internationale ayant payé un péage à l'Iran. Personne qui paie un péage illégal n'aura de passage sûr en haute mer. Nous allons aussi commencer à détruire les mines posées par l'Iran dans les détroits. Tout Iranien qui tirera sur nous ou sur des navires pacifiques sera envoyé en enfer. L'Iran sait mieux que quiconque comment mettre fin à cette situation qui a déjà dévasté son pays. Sa marine n'existe plus, sa force aérienne n'existe plus, sa défense anti-aérienne et son radar sont inutiles. Khamenei et la plupart de ses dirigeants sont morts. Tout cela à cause de son ambition nucléaire. Le blocus commencera bientôt. D'autres pays seront impliqués dans ce blocus. Il ne sera pas permis à l'Iran de profiter de cet acte illégal d'extorsion. Ils veulent de l'argent et, plus important encore, ils veulent le nucléaire. De plus, et au moment approprié, nous sommes complètement prêts et armés, et notre armée achèvera ce qu'il reste de l'Iran. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter l'histoire de cette fiole, qui m'a vraiment étonné et je pense que vous devriez la connaître aussi. Cette fiole renferme une histoire incroyable, qui était inconnue jusqu'à présent. À l'intérieur se trouve de la terre du mont du Temple à Jérusalem, sauvée par des archéologues après que des milliers d'années d'histoire aient été réduites en ruines. C'est notre chance d'empêcher l'histoire de disparaître. Démarrez l'année avec un lien personnel avec Jérusalem. Cliquez sur le lien dans la bio ou scannez le code pour profiter d'une offre spéciale. Donald Trump, fin de citation. Voilà pour le communiqué du président Trump. Cette annonce ne peut pas être prise à la légère et elle est vraiment provocatrice. Et cela pour une raison très précise, car une chose est de dire que l'on veut garantir la liberté de navigation, et c'en est une autre d'annoncer publiquement un blocus naval dans l'un des points les plus sensibles de la planète. Devant une puissance régionale qui a déjà déclaré qu'elle considère ces eaux comme étant sous son contrôle opérationnel. Cela change évidemment tout le ton de la crise. Nous ne parlons plus seulement de négociateurs discutant des conditions dans une capitale étrangère. Nous parlons de navires, de mines, d'escortes, d'interdictions et de la possibilité que toute manœuvre mal calculée entraîne une confrontation directe. Et Téhéran a déjà répondu. Évidemment, il n'allait pas tarder à réagir. Le corps des gardiens de la Révolution a déclaré aujourd'hui que tout navire militaire tentant de s'approcher du détroit serait considéré comme une violation du cessez-le-feu. En même temps, elle a affirmé que le détroit d'Ormuz reste ouvert aux navires non militaires, sous des réglementations spécifiques et sous la gestion avisée de l'Iran. Regardez bien cela car tout le conflit est résumé en une seule phrase. Pour Washington, l'objectif est soit d'ouvrir complètement le passage et d'enlever à l'Iran la capacité d'utiliser ce point comme un instrument de pression. Pour l'Iran, l'objectif est exactement l'inverse. Maintenir que le passage existe, oui, mais sous conditions, supervision et autorité iranienne. Un détail très important se perd parfois parmi les gros titres que nous lisons chaque jour. Reuters a également rapporté que malgré l'échec des négociations, 3 superpétroliers chargés ont réussi à passer par Ormuz, c'est-à-dire que le détroit n'est donc pas complètement paralysé. Mais il n'est pas non plus normalisé. Ou plutôt, au-delà du titre de Reuters, est-ce que ces navires ont payé une sorte de péage, comme l'a insinué Trump dans son communiqué ? Le fait est que nous ne sommes pas dans un scénario de fermeture totale, mais pas non plus dans une réouverture sûre et stable. Nous sommes dans une situation intermédiaire extrêmement instable, où chaque mouvement peut être présenté par l'une des parties comme une provocation. Et cela d'un point de vue physique. Que se passe-t-il avec les États-Unis ? Le cessez-le-feu n'est pas soutenu par la confiance. Il est soutenu par le calcul, par la stratégie.
Les États-Unis estiment toujours qu'une négociation, aussi mauvaise soit-elle, reste préférable à l'ouverture d'une nouvelle phase de guerre sans avoir résolu la question du détroit d'Ormuz. L'Iran estime qu'il lui convient de gagner du temps, de rester ferme sur ses lignes rouges et de ne pas apparaître comme la partie qui rompt la première, le processus. Et pendant que les deux parties font leurs calculs, le front reste actif, c'est la réalité. Quels scénarios peuvent survenir dans les prochains jours ou semaines ? Le premier scénario, et peut-être le moins explosif, est une prolongation technique du cessez-le-feu. Non pas parce que les parties sont proches d'un accord de fond, mais parce qu'elles préfèrent encore négocier sous pression plutôt que de reprendre une campagne militaire totale. En fait, tant Reuters que le média israélien Gehan ont rapporté des signes indiquant que le Pakistan continue d'essayer de prolonger la trêve et de maintenir le canal ouvert. Ce serait un scénario de forte tension, de déclarations agressives, d'opérations limitées et de nouvelles séries de discussions dont nous ne savons pas combien de temps elles dureront. Le deuxième scénario est celui d'une escalade navale contrôlée. Qu'est-ce que cela signifie ? Que la guerre totale ne reprenne pas immédiatement, mais que nous assistions à un bras de fer dans le détroit d'Ormuz avec des interceptions, des mouvements de navires, le déminage, des menaces et, peut-être, des incidents isolés. Ce scénario est très dangereux car, bien souvent, les guerres n'éclatent pas uniquement à cause d'une décision politique claire, mais à cause d'une succession d'événements tactiques qu'on ne peut plus ensuite maîtriser. Une erreur de calcul dans le détroit d'Ormuz aurait un impact direct. Non seulement militaire, mais aussi économique à l'échelle mondiale. Le troisième scénario est l'effondrement de la trêve et la reprise d'attaques majeures contre l'Iran. Ce scénario ne peut évidemment pas être écarté. Le média israélien ICAN a rapporté aujourd'hui même que, selon une source de sécurité, il existe en Israël une volonté de reprendre la guerre contre l'Iran et qu'on attend une décision de Trump. Ici, le sentiment dans la société israélienne est qu'Israël va profiter de l'occasion, quelle qu'en soit la forme, pour reprendre une guerre ouverte contre l'Iran. L'Israélien dit que l'Iran sera toujours une menace latente. Nous ne parlons pas de la majorité de la population, mais une grande partie de la population israélienne le pense ainsi. Qu'on ne peut pas profiter de cette fenêtre où tant de tort a été causé à l'Iran pour simplement laisser la guerre, pour ainsi dire, à moitié terminée et attendre que l'Iran réagisse. 2, 3, 4, 7, 5 ans plus tard, il se réarme et il se passe à nouveau ce que nous voyons déjà en ce moment. Donc ce que nous disons ici, ce n'est pas que cela va arriver demain, mais cela signifie que dans le système israélien, cette option reste vivante et n'est pas rangée dans un tiroir. Si Washington conclut que Téhéran ne fait que gagner du temps, la possibilité d'une nouvelle intervention militaire pourrait rapidement se présenter à nouveau. Maintenant, il y a un quatrième scénario qui me semble particulièrement important, et c'est que le dossier iranien et le front libanais finissent par se dissocier encore beaucoup plus. Parce que l'un des grands différends à Islamabad était justement celui-ci. L'Iran veut inclure le Liban dans le paquet de négociations. Israël et les États-Unis affirment que ce n'est pas le cas. Et pendant que cela se passe sur le terrain, Israël continue de mener des opérations intensives contre le Hezbollah au Liban. Israël continue d'attaquer des lanceurs de roquettes pendant la nuit. Et dans les communautés israéliennes proches de la frontière, les alarmes en raison de tirs en provenance du Liban n'ont pas cessé de retentir tout au long de ce week-end. Parallèlement, les médias israéliens ont rapporté que dans la région de Ban Habaïl, les forces israéliennes ont découvert une infrastructure du Hezbollah à l'intérieur d'un hôpital gouvernemental libanais, y compris des armes. Plusieurs combattants ont été abattus après avoir ouvert le feu depuis cette zone. Il a également été rapporté que 2 soldats israéliens ont été modérément blessés lors d'un affrontement dans cette zone pendant le week-end. C'est-à-dire que, même si l'attention médiatique est portée sur l'Iran et le détroit d'Ormuz, le nord d'Israël reste actif et continue d'être une véritable source d'usure militaire et politique pour Israël. Mais en même temps, il y a un autre signe qu'il ne faut pas ignorer. Il a été rapporté qu'une source de sécurité a évoqué la réduction dans les prochains jours d'une partie des attaques au Liban. Surtout à Beyrouth, en vue du début des discussions entre les représentants d'Israël et du Liban à Washington. Donc, pour être très objectif, le front libanais aujourd'hui ne semble pas se diriger vers une désescalade franche. Il semble plutôt se diriger vers une formule hybride.
des opérations israéliennes qui continuent, le Hezbollah qui ne disparaît pas de la carte et qui parvient à continuer d'attaquer. Et en parallèle, des tentatives diplomatiques, pour éviter que cela ne devienne, en d'autres termes, là non plus il n'y a pas de solution complète, seulement une gestion de la crise. Et au milieu de tout cela, un autre signe assez inquiétant est apparu depuis la Turquie. Le président Erdogan a de nouveau intensifié sa rhétorique contre Israël et a déclaré que la Turquie pourrait agir militairement, comme elle l'a fait en Libye et au Karabakh. De plus, il a lié ses propos à l'échec de la diplomatie et a accusé l'ennemi pendant la trêve. Parallèlement, depuis la Turquie, les attaques verbales contre Netanyahou se sont également poursuivies, y compris avec des propos extrêmement graves et virulents. Pour l'instant, cela reste du domaine de la rhétorique et de la pression politique, et non d'une escalade militaire turque imminente. Mais lorsqu'un dirigeant régional emploie ce langage durant une trêve aussi fragile que celle qui est en cours en ce moment, cela n'aide absolument pas à stabiliser quoi que ce soit, au contraire, cela jette encore de l'huile sur le feu dans une région déjà saturée de menaces. La démocratie. Une autre nouvelle qu'il convient de regarder, c'est que l'Arabie saoudite a convoqué l'ambassadeur irakien en raison de menaces de drones partis du territoire irakien contre le royaume et d'autres pays du Golfe. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela confirme que le réseau régional de milices et d'acteurs alliés de l'Iran reste un facteur actif, même au milieu du cessez-le-feu. Autrement dit, même si Washington et Téhéran négocient, l'échiquier régional reste rempli de pièces capables d'ouvrir de nouveaux foyers de tension à tout moment. Et tout cela donc nous donne une image assez claire de la situation à ce jour, le 12 avril. Le cessez-le-feu existe, mais il n'a pas résolu le fond du problème. Les discussions n'ont absolument rien conclu. Essentiellement, Hormuz reste le point le plus explosif de l'échiquier régional. Israël maintient la pression sur Hezbollah et n'accepte pas que le front libanais soit automatiquement gelé par la trêve avec l'Iran. La Turquie menace à nouveau et d'autres acteurs régionaux continuent d'agir sous les radars. Maintenant, ma lecture la plus objective de tout cela est la suivante. Je ne pense pas que nous soyons sur le point de connaître une paix imminente, mais je ne crois pas non plus que toutes les parties veuillent aujourd'hui ou demain retourner à une guerre totale comme celle que nous avons connue il y a une semaine. Je constate plutôt une phase de pression maximale où chaque acteur va chercher à prouver, dans l'urgence, qu'il n'a rien lâché. Organisé dans ce qui est devenu une situation imminente à un moment qui est devenu imminent. Et rien n'a pu être fait, il n'a pas pu agir, il n'a pas pu, pour bien montrer qu'il n'acceptera pas un accord qui le gèle. Menace intacte au Liban. Et le Hezbollah, bien que frappé, continue de miser sur la résistance et de ne pas être exclu du jeu. Voilà la situation aujourd'hui. Pas de solution, mais une partie totalement ouverte. La question n'est donc pas seulement de savoir si le cessez-le-feu survivra. La vraie question est de savoir à quel prix il va survivre et qui va céder en premier sur les deux sujets qui ont tout bloqué. Le programme nucléaire, iranien bien sûr, et le contrôle du détroit d'Ormuz. Parce que tant que cela ne sera pas résolu, toute trêve ne sera qu'une simple pause. Et au Moyen-Orient, comme nous l'avons déjà vu de nombreuses fois, les pauses peuvent aussi être le prélude à quelque chose de bien plus grand et grave. Faites-moi savoir dans les commentaires quel scénario vous pensez être le plus probable. Une prolongation du cessez-le-feu ? Une escalade dans le détroit d'Ormuz ? Ou une reprise des attaques les plus violentes, voire une guerre régionale totale ? Eh bien, si vous appréciez ce type d'analyse, ici depuis Israël, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. À bientôt.